Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Comme d'habitude, vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag. Aujourd'hui, je vais vous faire une peut-être grosse vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer vu que je commence juste à l'enregistrer. Je vais vous parler des shows de la semaine qui m'ont bien plu. Je vais me tester au nouveau format qui va sans doute être après le format un petit peu standard de la chaîne avec quelque chose d'un peu plus rapide, un peu plus concis. On ne s'arrête pas sur des choses qui n'ont pas intéressé ou je n'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, je vais parler des shows en 5 points majeurs qui m'ont plu ou pas. Du coup, ça dépend. Les 5 points sont répartis, soit c'est du bien, soit c'est du pas bien. Ça peut être l'un ou l'autre, les deux même, pourquoi pas. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire un peu plus concis pour pouvoir, moi, me plaire dans ce que je fais, pas être trop redondant pardon, avec ce que je raconte. Et vous non plus, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le show, étant donné que généralement vous l'avez déjà vu. Et puis je pense pas non plus que c'est très intéressant d'entendre quelqu'un discuter de ce qui se passe show par show, segment par segment, c'est pas très intéressant. Donc du coup, voilà, je vais vous parler de NWA Power et de Impact Wrestling du 21 janvier 2020. Ensuite, j'enchaînerai avec la W Dynamite et WWE NXT du 22 janvier, toujours 22 janvier 2020. Et ensuite, je terminerai avec NWA Hard Times qui a lieu le 24 dans la nuit du 24 au 25, donc vendredi soir. Donc voilà, j'enregistre actuellement, c'est samedi. J'ai regardé quelques extraits de NWA Hard Times, je ne me suis pas vraiment retardé parce que je n'ai pas eu le temps, étant donné que j'ai travaillé également aujourd'hui. Donc du coup voilà, je vais un petit peu parler de show par show, des points qui m'ont plu et qui m'ont moins plu. Donc voilà, ça dépendra des shows et ça peut varier en fonction des semaines, des shows. Et voilà. Donc du coup, je commence directement ces critiques avec NWA Power du 21 janvier 2020 et j'ai noté 5 points. Le premier point que j'ai noté et qui est pour moi un très bon point, c'est Thunder Rosa. Thunder Rosa qui est bien mise en avant durant ce show, voilà, qui fait une bonne performance, qui arrive à se démarquer de la division féminine. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pour moi un point très intéressant. J'adore cette catcheuse, j'adore son in-ring, j'adore son personnage. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'en voir plus. Et d'ailleurs, je vais être assez content avec le pay-per-view Hard Times qui a eu lieu cette nuit. Deuxième point, qui est aussi un bon point, c'est une bonne promo de Melina. Voilà, Melina au micro, je pense qu'elle a plus rien à prouver hein, pour les plus anciens qui l'ont connue à l'époque de M&M par exemple, où elle était manageuse de M&M, ou d'ailleurs même quand elle était solo dans la vision féminine. C'était c'était une très très bonne performeuse avec le micro. Et maintenant qu'elle est à la NWA, ça va faire du bien à la NWA du côté de la division féminine qui en a besoin. Et voilà, Melina, c'est toujours bon en promo et ça, c'est cool. On passe au troisième point qui est toujours un bon point, comme quoi NWA Power ils réussissent quand même beaucoup de choses. C'est une bonne performance de Aaron Stevens, voilà que j'ai noté. Aaron Stevens qui a réussi à se démarquer toujours en étant très très marrant. Donc du coup voilà, il s'est pris la finish de son collègue Question Mark de karaté et du coup il était tout raide sur le ring et qui se balançait avec les cordes et j'ai trouvé ça très très marrant. Voilà, c'est de l'humour qui certes est un petit peu enfantin mais qui est quand même très marrant à voir. Et voilà, Aaron Stevens arrive très très bien à gérer son personnage de rigolo, un petit peu de pas sérieux, et ça lui va très bien, voilà, parce qu'il arrive très bien à le gérer. Quatrième point, et qui est un mauvais point, pour le coup, c'est l'association entre James Storm et Eli Drake. Voilà, cette association qui sort un petit peu de nulle part, qui m'a très étonné. J'apprécie les deux catcheurs individuellement, mais je vous avoue que les voir en équipe et les voir s'associer, ça me fait très très bizarre et je trouve que ça les dessert plus qu'autre chose. Voilà, je sais qu'il commence à y avoir du beau monde hein, autour des ceintures, mais voilà, voir James Storm et Eli Drake en équipe, je trouve vraiment que ça renforce aucun des deux, au contraire, ça les dessert. Voilà, comme je l'ai déjà dit. Cinquième et dernier point, et qui est un bon point encore une fois, c'est le main event. Voilà, le main event entre Nick Aldis et Ricky Morton.
ou Robert, voilà, enfin l'un des deux membres du Rock'n'Roll Express, pardon, je confonds à chaque fois les noms, je suis vraiment désolé. Du coup voilà, c'est le main event qui est toujours très appréciable du côté d'NWA Power, et voilà, il laisse un peu plus de temps pour le main event, un peu plus de catch. L'histoire qu'il y avait entre les deux était très bien faite, donc du coup on a pu apprécier ce main event autant du côté du ring que du côté de la storyline. Et ça vraiment c'est quelque chose qui est toujours très très appréciable et qui est toujours très bien fait du côté d'NWA Power. Et voilà, c'était pour moi un très très bon point. Voilà, c'est effectivement beaucoup plus rapide, ces critiques en juste 5 points. Donc du coup je pense que quand je vais faire ces vidéos individuelles pour chaque show, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur chaque point pour argumenter. Là c'est pas vraiment le cas, hein. J'ai fait à peine 5 minutes pour parler d'NWA Power en 5 points, donc ça fait 1 minute par point. Enfin même pas, parce que du coup j'ai fait une petite intro. Voilà, ceux qui sont très intelligents en maths feront le calcul sans doute. Dites-le en commentaire combien ça fait pour chaque point. On enchaîne directement avec Impact en 5 points toujours. Impact en 5 points. Mais avant ça, je vais donner ma taloche d'or pour le show NWA Power du 21 janvier. Je vais la donner à Melina, tout simplement, voilà, parce qu'elle a réussi à faire une très très bonne promo, et que je trouve que la division féminine, malheureusement, la NWA, commence un petit peu à stagner avec Alison Case et ses sympathiques sans plus. Et Melina arrive à rendre du star power à cette division qui en a un petit peu besoin. Et voilà, ça fait du bien. Donc voilà, ma taloche d'or pour NWA Power du 21 janvier 2020 est à Melina. On enchaîne du coup avec Impact en 5 points, Impact Wrestling du 21 janvier 2020 également, hein, le même soir, presque à la même heure, mais étant donné que Impact dure un peu plus longtemps que NWA Power, Impact passe après dans l'ordre chronologique. Donc du coup voilà, Impact, je suis un petit peu plus mitigé sur mes 5 points. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a plus de mauvais que du côté de NWA. Donc voilà, je vais vous partager ça avec mon premier point. C'est une promo de Tessa Blanchard pour l'ouverture du show, il me semble, que j'ai trouvé vraiment fausse, un petit peu forcée. Voilà, on parle de ce qui s'est passé hors kayfabe, on va dire, mais sans vraiment le préciser, donc il l'incorpore au kayfabe. Voilà, un petit peu en mode un petit peu bâtard, hein, sans vraiment dire ce qui s'est vraiment passé alors que tout le monde le sait. Mais voilà, c'est une promo de Tessa Blanchard que j'ai trouvé très très fausse. Voilà, elle s'est un petit peu énervée, et elle s'est donnée d'un seul coup pour rien. J'ai vraiment pas compris pourquoi elle était aussi énervée pendant cette promo, parce qu'en soi elle a quand même accompli son rêve, on pourra dire, et qu'elle a marqué l'histoire du catch toujours. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi cette promo, pourquoi elle a été faite comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très faux malheureusement. J'ai bien aimé par contre ce qui s'est passé après avec l'intervention de Taya Valkyrie et ensuite d'autres catcheurs. Mais toute cette promo toute seule de Tessa Blanchard m'a vraiment m'a sonné faux, voilà, dans mon oreille. Et voilà, j'ai eu du mal avec cette promo, même si en tant que catcheuse toujours, Tessa Blanchard j'aime beaucoup. Dès qu'elle a un micro, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Et voilà, je vous invite également à voir ma critique, l'une de mes dernières critiques, pardon, où je parle du coup du cas Tessa Blanchard qui a eu lieu juste avant le pay-per-view, le dernier pay-per-view d'Impact. Voilà, si vous voulez savoir mon avis sur ces événements, parce que je vais pas revenir ici dessus, c'est vraiment pas mon intention. Deuxième point, du côté d'Impact, et qui est un mauvais point également, c'est Moose. Moose, malheureusement, c'est pas lui le mauvais point, mais c'est le fait qu'il tourne encore en rond. Voilà, Moose qui stagne, qui ne fait que ça. Impact, ça m'énerve, ça m'insupporte. Pendant ce show, il rendait un petit hommage à Randy Savage, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cet hommage, le fait qu'il passe un diving elbow du haut de la 3e corde, mais voilà, c'est toujours là, mais on ne sait pas pourquoi, et malheureusement ça me déçoit. Voilà, Moose qui tourne encore en rond, c'est l'un des problèmes les plus majeurs pour moi du côté d'Impact, et malheureusement ce n'est toujours pas tiré d'affaire. Troisième point, et pour le coup c'est un bon point, le premier bon point pour moi du côté d'Impact cette semaine, c'est toute l'histoire qui est autour de Suzy, donc de Su Yung, et de Havok, et également de James Mitchell il me semble. Et voilà, maintenant aussi Rosemary qui vient de se rejoindre à cette storyline, enfin qui avait déjà rejoint il y a quelques semaines, mais voilà.
Et oui, c'est une histoire qui m'interpelle. Voilà, même si c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment sur le papier. Et les confrontations physiques entre les catcheuses ne sont pas non plus phénoménales. L'histoire arrive à bien prendre son temps, à vouloir vraiment raconter une histoire. Et ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, j'apprécie le fait qu'ils prennent leur temps sur cette histoire et qu'ils réussissent à nous, à nous mettre dedans. Voilà, on a vraiment envie de s'impliquer dans cette histoire, ne serait-ce que par le fait que Suzy est un personnage incroyable et très très bien travaillé et attachant. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le fait qu'il est très bien travaillé, c'est qu'il est attachant. Mais voilà, je suis assez étonné du fait que cette histoire va me captiver toutes les semaines pratiquement. Et j'ai hâte de voir la suite et qui va se passer avec Rosemary maintenant. Mon quatrième point, qui est un mauvais point malheureusement pour Impact, c'est ce partenariat avec la AAA. Il me semble que c'est la AAA avec laquelle ils sont alliés, c'est pas la CMLL. Mais voilà, le partenariat avec la AAA qui, pour moi, dessert grandement Impact. À chaque fois qu'ils doivent faire un show au Mexique, forcément, il y a des catcheurs de la AAA qui sont ici, qui volent un petit peu le spotlight alors qu'on les voit 3 fois par an peut-être maximum. Et pour moi, je trouve ça vraiment une mauvaise décision dans le booking, tout simplement parce que ça décrédibilise déjà les stars qui sont ici et qui, mine de rien, commencent à s'établir petit à petit. Et le fait qu'ils perdent contre des catcheurs que quand on ne suit pas, quand on suit que Impact, on ne connaît pas forcément les catcheurs de la AAA. Voilà, j'ai pas forcément envie de voir d'autres catcheurs, j'ai pas envie de voir Taurus et d'autres choses, même si j'apprécie les catcheurs de la AAA, j'adore El Vikingo, les héros d'El Vikingo, je ne sais plus. Les héros d'El Viking, je sais plus. Voilà, enfin bref, vous savez de qui je parle si vous avez compris. Mais voilà, j'adore les catcheurs mexicains, j'adore certains catcheurs mexicains, mais le fait que quand je les vois Impact, je trouve pas du tout que leur programme soit pertinent et j'ai juste l'impression que c'est un partenariat forcé où la AAA dit bon, vu qu'on fait la promo de vos shows au Mexique et qu'il y a des gens qui viennent dans vos arènes, vous mettez nos catcheurs en avant. Et du coup, voilà, on s'y retrouve au change, mais je trouve malheureusement que ça dessert toujours Impact. Et d'ailleurs, Impact se retrouve souvent biaisé dans ses partenariats, ces dernières années en tout cas, voilà. Cinquième et dernier point, et qui est un bon point, c'est tout ce qui tourne autour du main event de la soirée, donc autour du main event du show du 21 janvier 2020. Ce main event qui était un main event de champion, voilà, Taya Valkyrie qui avait interrompu Tessa Blanchard en début de show pour lui dire que par contre c'est elle la vraie championne et tout le tralala, voilà, vous connaissez les Watibai. Mais là du coup voilà, il y a aussi Ace Austin que j'apprécie beaucoup, vous savez sans doute si vous avez écouté mes dernières critiques sur Impact, j'apprécie beaucoup Ace Austin qui est toujours champion X-Division. Et il y a aussi Trey qui était l'adversaire au dernier gros show, Hard to Kill, le dernier adversaire de Ace Austin qui vient se joindre à la fête. Donc du coup voilà, dans le main event on avait 3 champions, le champion du monde qui a été Tessa Blanchard, la championne Knockout Taya Valkyrie, également Ace Austin et Trey. Donc voilà, Trey et Tessa Blanchard qui faisaient équipe pour affronter Taya Valkyrie, toujours accompagné de Johnny Bravo bien sûr. Et Ace Austin, et c'était un très très bon main event, j'ai beaucoup apprécié. Je me rappelle même plus qui a gagné, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce match. Il me semble que c'était Tessa Blanchard et Trey qui ont gagné. Mais voilà, dites-moi si je me trompe d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, c'était mes 5 points pour Impact. Ma taloche d'or, je vais la refiler cette semaine. Je vais la refiler par défaut, on va dire, à Mousse. Voilà, parce que j'ai envie de mettre encore une piécette sur lui pour qu'il crée vraiment quelque chose autour de lui. Malheureusement, je pense que le fait que Tessa Blanchard soit la championne ou le champion, la championne du monde, va malheureusement faire en sorte que Moose va encore traîner très loin du main event, tout simplement parce que voilà, je pense que c'est pas du tout le programme qu'ils ont envie de faire, et surtout ce serait très très bizarre de voir un Moose contre Tessa Blanchard. Voilà, mon avis concernant les matchs intergender n'a pas changé depuis mes précédentes vidéos, donc voilà, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté ces dernières vidéos, c'est que je suis pas du tout contre l'intergender, mais je suis contre l'intergender quand il est mal organisé. Voilà, quand il y a une différence de gabarit telle qu'on n'arrive pas à y croire, et malheureusement ça arrive très souvent, surtout en indépendant. Ça me dérange pas du côté d'Impact parce que voilà, les Tessa Blanchard contre Sami Callihan c'était très très bien foutu, et voilà, en termes de gabarit et de potentiel, ils étaient très très bien gérés, donc ça m'a pas du tout dérangé.
Mais voilà, si jamais un Moose contre Tessa Blanchard voit un jour le jour, malheureusement, vous me ferez jamais croire que Tessa Blanchard va réussir à sortir vainqueur de ce match, quand on voit le gabarit de Moose, qui je rappelle est quand même un très très beau bébé. Voilà, on passe du côté d'AW Dynamite du 22 janvier du coup, qui avait lieu sur un paquebot de croisière. Voilà, c'était la Jericho Cruise, la deuxième année de Jericho Cruise. Voilà, après l'année dernière où ils étaient un petit peu en partenariat avec la Ring of Honor. Cette année, on est juste avec la AW, c'est même un show à part entière de la AW Dynamite. Et du coup c'était très sympathique comme ambiance, voilà, j'ai vraiment très très bien apprécié. On revient sur les 5 points avec le premier point qui est un bon point, c'est le très très bon opener. Et la victoire, spoiler bien sûr, enfin voilà, vous le savez très bien que je vais spoiler. C'est la victoire de Kenny Omega et de Hangman Page pour les titres par équipe. Voilà, c'était un très très bon match. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, je suis pas du tout objectif, mais de toute façon, c'est pas du tout ce que je présente sur ma chaîne. Voilà, je suis fan de Kenny Omega. Vous le savez sans doute maintenant, désormais depuis un bon moment. Et Adam Page, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue. Ce qu'ils sont en train de faire avec lui m'intéresse, même si j'ai émis un gros bémol concernant le fait qu'il aille boire des bières et qu'il est en train de créer un personnage un petit peu d'alcoolique. Et ça, par contre, j'ai vraiment du mal. Et j'ai vraiment pas envie de voir ça dans le catch, surtout en 2020. Mais apparemment, c'était vraiment genre juste une aparté sur son programme. Et là, c'est reparti sur quelque chose d'autre. Mais voilà, c'était un très bon main event, une victoire étonnante mais satisfaisante de Kenny Omega et Hangman Page dans cet opener. Et voilà, les titres qui sont très très bien mis en avant du coup. Mais je vais enchaîner avec mon deuxième point qui va faire écho au premier. Et le deuxième point, c'est un mauvais point pour moi. Et justement, c'est la victoire de Kenny Omega et Hangman Page. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de dire que c'était un bon point juste avant, et là il dit que c'est un mauvais point. Et bien effectivement, alors autant je suis très très content de ce match et de cette victoire, autant je suis déçu également de cette victoire, tout simplement parce que la division par équipe s'en retrouve totalement décrédibilisée. Voilà, la division par équipe qui tient tant à cœur aux Young Bucks, décrédibilisée tout simplement parce que ce n'est pas une vraie équipe. Voilà, Kenny Omega et Hangman Page, on peut dire tout ce qu'on veut, avec le fait que ça fait plusieurs semaines qu'ils ont fait équipe, c'est pas une vraie équipe. Voilà, c'est tout, et le fait qu'ils arrivent à battre une équipe aussi établie que SCU et du coup Frankie Kazarian et Scorpio Sky, pour moi ça décrivise totalement toute la division par équipe d'un seul coup. On se dit ah oui ok, donc en fait deux mecs qui sont forts individuellement, dès qu'ils se mettent en équipe ils sont encore plus balèzes et du coup ils deviennent des champions par équipe très rapidement, parce que Kenny Omega et Hangman Page, mine de rien, ça fait pas non plus 20 matchs qu'ils font ensemble, hein. Ça doit faire quoi, 5-6 matchs peut-être maximum. Et du coup, voilà, ils deviennent les nouveaux champions par équipe, et je trouve que c'est vraiment une mauvaise décision. S'ils avaient créé un réel conflit entre les deux durant ce combat, ça aurait pu être vraiment plus intéressant pour moi. Mais le fait qu'ils gagnent, ça me fait plaisir sur le coup. Et puis après, je me dis merde, pourquoi ils ont fait ça? J'ai écrit dans le micro, pardon. Et voilà, par contre, ce qui s'est passé après le match avec Hangman Page qui va fêter ça tout seul avec le public, j'ai trouvé ça très intriguant, mais j'ai pas envie que je trouve ça trop rapide. Voilà, on sait très bien, on comprend très bien ce qu'ils veulent faire avec Adam Page, le fait qu'il se retrouve un petit peu biaisé par les membres de The Elite, qui se retrouvent un petit peu mis de côté, pas mis en avant comme les autres et choses comme ça, et que là d'un coup il se retrouve champion par équipe avec Kenny Omega alors que les deux s'embrouillent un petit peu pour la vedette. C'est très étonnant. On sait qu'il y a une rivalité actuellement entre Kenny Omega et Pac, qui est toujours en cours, hein, même si pour le coup ça a été un petit peu suspendu durant le show et durant la semaine dernière également. Voilà, on sait que la rivalité est toujours en cours, hein. Pac a quand même attaqué Michel Nakazawa plusieurs fois. J'adore dire Michel Nakazawa, je trouve ça encore plus con. Mais voilà, il a attaqué plusieurs reprises, et on sait qu'Kenny Omega il part à chaque fois chercher son copain dans les vestiaires, mais à chaque fois il trouve pas Pac et il veut quand même pas se venger, donc on sait pas pourquoi. Ça, c'est aussi un point que je pourrais raconter sur la AEW, mais je reviens à la fin de la critique, je vais en parler un petit peu. Mais voilà, c'est pour moi une mauvaise décision, cette victoire de Kenny Omega et Hangman Page qui décrédibilise la division par équipe, comme je l'ai dit.
troisième point qui est un bon point, c'est le heel turn de Britt Baker. Alors, vous allez être étonné que je mette ça en bon point, tout simplement parce que je déteste Britt Baker. Voilà, si vous avez écouté d'autres vidéos de la AEW où Britt Baker était présente, je la trouve vraiment médiocre sur un ring, c'est vraiment fou. Je pense que maintenant c'est un consensus assez général de dire que Britt Baker est vraiment en deçà de toute la division féminine sur un ring. Mais voilà, le fait qu'elle assume son heel turn, c'est très très bien. Parce que la seule chose dont je suis très déçu, c'est cette rivalité avec Brea Priestley, qui pour moi m'envoyait vraiment du rêve sur le papier, et qui malheureusement a été jetée aux oubliettes aussi vite qu'elle est apparue, alors que pour moi c'était l'un des programmes les plus intéressants au début de la division féminine de la AEW. Voilà, c'est un heel turn qui me fait extrêmement plaisir. J'espère surtout en fait dans ce heel turn que ça va vraiment remettre en avant Britt Baker, et ça peut également pardonner le fait qu'elle soit pas non plus extrêmement douée sur un ring, parce qu'elle peut jouer un petit peu avec ça, hein, mais voilà, ça me fait du bien, et ça me fait espérer un meilleur programme autour de Britt Baker, que j'espère voir mieux utilisé, mieux sur un ring, mieux dans tous les sens, voilà. Quatrième point, et qui est un bon point, je vais encore dire du bien de Cody, dis donc, ça fait 3 semaines de suite que je dis du bien de Cody, ça va commencer à être bizarre. C'est la petite confrontation entre MJF et Cody que j'ai bien apprécié, et le fait surtout que Cody a été plus intelligent que MJF en disant t'inquiète pas, je vais pas te toucher, parce que du coup la petite stipulation ajoutée pour que Cody affronte MJF, c'est que le fait que Cody ne puisse pas mettre les mains sur MJF jusqu'au pay-per-view Révolution qui aura lieu en février. Et du coup, voilà, Cody a utilisé une petite astuce en demandant Young Bucks d'attaquer MJF, en le super kickant directement sur la rampe d'entrée, et après ils l'ont balancé dans la piscine du bateau. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié, c'est intelligent, voilà, c'est du booking intelligent. Et ça donne une certaine continuité entre ce programme, entre le fait que les Young Bucks et Cody soient amis, même si ces dernières semaines ça avait été un petit peu mis de côté apparemment. Mais voilà, c'était un booking intelligent et j'ai vraiment bien apprécié. Cinquième point, on finit sur une mauvaise note malheureusement pour la W. Dans ce show qui a vu Jon Moxley et Pac s'affronter dans le Main Event pour déterminer le prochain challenger au titre AEW de Chris Jericho. Moxley a remporté la victoire sur Pac, mais malheureusement le fait que la semaine dernière il se soit fait attaquer, Jon Moxley bien sûr s'est fait attaquer par Chris Jericho et s'est pris un coup dans l'œil, donc du coup il était aveuglé durant ce match. Voilà, il avait un bandeau de pirate, ce qui est assez marrant du coup vu qu'il est sur un bateau, c'est drôle. Voilà, Jon Moxley a comme réussi à remporter la victoire sur Pac avec un œil en moins, et alors ça c'est vraiment une très très mauvaise décision. Déjà que j'ai trouvé la semaine dernière que cette annonce de Pac qui se joignait un petit peu autour de ce programme là, je trouvais ça vraiment inutile pour le coup. Et de toute façon on savait que si confrontation allait avoir, Jon Moxley allait remporter la victoire. Mais là voilà, Jon Moxley affaibli avec un œil en moins qui arrive à battre Pac. C'est vraiment une décision stupide de booking, hein. J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais oui, cette décision est complètement stupide. Pourquoi décrédibiliser Pac à ce moment-là, surtout qu'il va avoir un programme autour de Kenny Omega et Pac qui va continuer du coup. Mais pourquoi faire ça? Je comprends pas. C'est vraiment une décision qui me sort par les yeux. Je comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que c'est pour dire que Jon Moxley est vraiment fort? Mais on l'avait compris en fait, parce que depuis le début de la AEW, Jon Moxley est considéré comme fort. En fait, il a été booké comme fort. Moi actuellement, je vous spoil un petit peu ce que je pense de ce qui va se passer au pay-per-view Révolution, mais je suis quasiment sûr que Jon Moxley va remporter la victoire contre Chris Jericho et va devenir champion de la AEW. Voilà, il a été crédibilisé depuis le début, il a gagné une très très bonne rivalité contre Kenny Omega, et voilà, il a fait que des bons matchs, il a l'un des meilleurs scores actuellement, parce qu'apparemment c'est vraiment très important ce détail de victoire-défaite à la AEW, même si je considère que pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant, et il a gagné à chaque fois ces grosses victoires. Il a été vraiment... c'est le main eventer en fait actuellement, c'est l'homme le plus crédible actuellement de la AEW, c'est Jon Moxley. Et il n'avait pas besoin de cette victoire sur Pac pour confirmer le fait qu'il soit challenger numéro 1 au titre de Chris Jericho. Ça n'a aucun sens, vraiment. Pac se retrouve sur le cul
les épaules au sol 1, 2, 3 pour renforcer Jon Moxley qui n'en avait pas besoin. Pac lui a pas non plus besoin d'une défaite, même si sur le coup voilà, il avait pas besoin d'être lié à ce programme en fait. Si on voulait vraiment faire quelque chose d'intelligent, on crée Jon Moxley contre Sammy Guevara ou Jon Moxley contre un membre de Inner Circle, et Pac on le faisait affronter un jobber ou je ne sais pas qui, et là, pas du tout. Là, ils nous ont fait deux mecs super crédibles qui s'affrontent pour une opportunité auquel l'un des deux n'est pas convié. Et voilà, bref, je vais pas tourner en rond 5 minutes sur ça, mais c'est vraiment une très très mauvaise décision de booking ce Jon Moxley contre Pac. Et je suis très étonné que la W fait ce genre d'erreur, surtout là où c'est eux vraiment qui ont voulu mettre ce match alors qu'ils n'en avaient pas besoin du tout. Voilà. Et je voulais revenir sur un point de la W, mais malheureusement j'ai oublié. Donc voilà, c'était un point il me semble sur Kenny Omega et Hangman Page. Oui, il me semble que c'était ça ce que je voulais dire. C'est une petite aparté, du coup ça fait pas partie des points que je voulais relever, mais c'est le fait que Kenny Omega et Hangman Page, on sait très bien que Hangman Page va tourner heel un jour et qui du coup il va se défaire de The Elite, mais je trouve que malheureusement c'est beaucoup trop mis en avant, c'est pas assez subtil, on le voit venir à des kilomètres, et même si par miracle, on va dire, ils arrivent à nous surprendre en nous disant non, vous avez vu, c'est Kenny Omega qui tourne heel, ou alors c'est l'élite qui tourne heel sur Hangman Page. Dans tous les cas, on sait qu'il y a que quelque chose se prépare, pardon. Et je trouve ça malheureusement beaucoup trop obvious et malheureusement un petit peu enfantin, un petit peu tiré par les cheveux. J'aurais aimé que ce soit fait de manière plus subtile et plus sur la longueur. Voilà, c'est peut-être l'un des défauts qui me revient un petit peu sur les talents. Comme j'en ai parlé pour MJF, pour le heel turn de MJF, je vous invite à retrouver la vidéo où j'en parle sur du coup sur les résultats du pay-per-view AEW Full Gear, voilà, pour le PPA Full Gear. Je vous invite à aller voir mon avis sur ce qui s'est passé avec MJF. J'ai beaucoup râlé parce que pour moi c'était beaucoup trop tôt pour le heel turn de MJF, et j'en suis encore convaincu d'ailleurs actuellement. Et pour mettre les graines de la du futur heel turn de Hangman Page, pardon, c'est beaucoup trop tôt aussi pour moi. Il faut faire ça de manière plus subtile et plus sur la longueur pour que ça soit réellement pertinent. Et là pour le coup, comme le heel turn de MJF, je trouve ça pas du tout pertinent que ce qu'ils sont en train de faire, même si je suis pas du tout contre le heel turn de Hangman Page, au contraire je trouverais ça super cool, mais malheureusement c'est fait avec des gros sabots et ça me dérange beaucoup. Voilà, je m'arrête ici pour AEW, pardon, AEW Dynamite, toujours sur la croisière. Il me semble que la semaine prochaine aussi, on est toujours sur le bateau, je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si jamais je me trompe. Mais on va parler maintenant de WWE NXT du 22 janvier également. Toujours la Full Sail University d'Orlando, en Floride. On va parler des 5 points, c'est un show que j'ai beaucoup apprécié pour le coup. En fait, clairement pour moi, mon show de catch préféré de la semaine, c'est mon WWE NXT. C'est 2 heures qui passent très bien, qui sont toujours fluides as fuck, mais c'est pas le sujet actuellement. Je vais parler de mon premier point, qui est un bon point, c'est la rivalité entre Undisputed Era et Imperium qui continue. Voilà, le premier match, c'était un match pour le tournoi de Dusty Rhodes Tag Team Classic, c'était les demi-finales entre Undisputed Era et les Grizzled Young Veterans. Imperium qui s'est un petit peu mêlé à ce match-là pour distraire Undisputed Era, et les Grizzled Young Veterans qui en ont profité pour piquer la victoire. Je trouve ça très intelligent, très bien fait. Voilà, Imperium et Undisputed Era, la rivalité qui déborde sur le reste de leur catch, on va dire, et voilà, ils réussissent à faire en sorte que Undisputed Era soit en dehors du tournoi sans être décrédibilisé grâce à cette intervention d'Imperium, et je trouve ça très intelligent, et surtout ça nommait Grizzled Young Veterans encore plus en avant, et voilà, j'adore cette équipe. Je pense qu'actuellement c'est l'une de mes équipes préférées de toute promotion confondue, les Grizzled Young Veterans. Voilà, c'est vraiment une très bonne équipe qui est pour moi sous-estimée actuellement, mais je pense que au fur et à mesure du temps, vous allez apprécier, vous allez aimer les apprécier, et vous allez surtout aimer les détester. Deuxième point qui est un bon point également, c'est le Io Shirai contre le Tony Storm. Un match qui est sur l'affiche est incroyable, hein, on va pas se mentir. Je pense que tout fan de catch a envie de voir un jour un Io Shirai contre Tony Storm, en tout cas quand vous y connaissez dans le catch féminin.
Et là, le coup, c'est que le match a été très très bon, enfin le peu de match, parce que du coup, il y a eu une intervention de Bianca Belair qui est venue attaquer Toni Storm. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Bianca Belair qui du coup est devenue la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre d'NXT. Je vais pas dire titre féminin, parce que du coup, maintenant, ce n'est plus un titre féminin, c'est juste un titre NXT. Du coup, voilà, Toni Storm est devenue... Toni Storm affronte Rhea Ripley à World Collides pour le titre d'NXT. Et du coup, Bianca Belair, qui est devenue la challengeuse numéro 1 la semaine dernière, du coup, elle a envie un petit peu de mettre à mal Toni Storm pour renforcer le fait qu'elle soit la challengeuse numéro 1. Et quiconque sortira de World Collides championne, il devra se frayer un chemin à travers les gros bras musclés de Bianca Belair. Et voilà, Bianca Belair qui essaie de prendre l'ascendant psychologique sur Toni Storm et sur indirectement Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va ensuite arriver pour défendre Toni Storm et pour attaquer Bianca Belair. Suite à ça, il va y avoir une sorte de gros KU général. Io Shirai va en profiter pour porter un moonsault du haut de la troisième corde directement à l'extérieur sur Rhea Ripley et Bianca Belair. Et derrière, Toni Storm, qui était encore sur le ring, en profite pour porter un tope suicida directement sur Io Shirai, en apparemment esquintant le genou au passage d'ailleurs, parce qu'elle se tenait le genou après Io Shirai. Et ensuite, Toni Storm remonte sur le ring et récupère le titre de NXT pour un petit peu poser avec. Et pour spoiler peut-être ce qui va se passer à World Collides. Actuellement, où j'enregistre, je tiens à le préciser d'ailleurs, parce que du coup, vu que je parle de World Collides, là où j'enregistre, on est samedi du coup, et World Collides n'a pas encore eu lieu. Voilà, je pense que cette vidéo va sortir dimanche, avant le Royal Rumble, un petit peu avant, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, c'est juste pour vous dire que je ne sais pas les résultats de World Collides à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Troisième point, et qui est toujours un très bon point, c'est Shayna Baszler contre Shotzi Blackheart. Match que j'ai beaucoup apprécié, match qui fait sens à ce qui s'est passé la semaine dernière pendant la Battle Royale. Shotzi Blackheart qui a éliminé Shayna Baszler à la surprise générale. Donc du coup voilà, c'était un match qui semblait logique pour le programme. Match qui a été très très sympathique, même s'il n'a pas été foufou sur le ring. Voilà, mais c'est pas du tout ce qu'on s'attend quand on regarde un Shayna Baszler. C'est du catch méthodique et surtout bien préparé. Shotzi Blackheart, du coup, c'est de la découverte chaque semaine. Ça fait que 3 semaines qu'on la voit à NXT. Donc du coup, c'est de la découverte vraiment à chaque fois et j'apprécie vraiment ce que je vois. Je trouve qu'elle a un catch intéressant, même si c'est pas du tout du technique, c'est plutôt même pas du high flying, c'est vraiment un côté un petit peu extrême, un petit peu imprécis, mais en prenant des risques, et j'aime bien ça, j'aime vraiment bien ça. Et du coup voilà, victoire logique d'ailleurs de Shayna Baszler durant cet affrontement. Mais voilà, c'était un affrontement qui m'a vraiment intéressé. Après ce combat d'ailleurs, une fois que Shayna Baszler a remporté la victoire est partie, c'est Deonna Purrazzo qui est venu attaquer Shotzi Blackheart, parce que voilà, Deonna Purrazzo s'était également fait éliminer la semaine dernière par Shotzi Blackheart. Donc du coup là, une rivalité qui commence entre Deonna et Shotzi, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner, sachant que les deux sont très très différentes au niveau du catch, et même leur personnage est très très différent. Donc du coup j'ai vraiment envie de voir ce programme. À ce troisième point, je vais rajouter un sous-point, on va dire, qui est un mauvais sous-point. C'est le fait que Tegan Nox et Dakota Kai s'affrontent la semaine prochaine à NXT. Voilà, c'était un mini sous-point juste pour vous dire que je trouve ça trop tôt. Voilà, ça arrive vraiment trop tôt. Donc je me doute fortement que la semaine prochaine, on va pas vraiment avoir d'affrontement. On va sans doute avoir Dakota Kai qui va casser la gueule à Tegan Nox, excusez-moi de la vulgarité. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir... Enfin, il va pas y avoir de match, tout simplement. Mais voilà, le fait qu'ils annoncent ça comme ça, j'ai trouvé ça très étonnant et très frustrant, voilà, parce que j'ai vraiment envie de voir une vraie rivalité entre les deux, quelque chose de très travaillé, parce que je rappelle que ça s'est passé en novembre, le heel turn de Dakota Kai, donc ça fait plus de 2 mois. Je sais très bien qu'à NXT on prend un peu plus le temps de créer des rivalités, mais voilà, si c'est juste pour qu'ils se confrontent une fois pendant la bataille royale la semaine dernière et que directement un affrontement va avoir lieu, je trouve ça très étonnant, et même si je sais que ça va sans doute pas arriver, le match ne m'attire pas du tout. Voilà, c'était un sous-point, un troisième point sous-point. On attaque le quatrième point, qui est un bon point encore. C'est les Brotherweight contre Imperium, qui était un très très bon match, et surtout un Matt Riddle incroyable. La performance de Matt Riddle durant ce match est tout simplement phénoménale. C'est incroyable, cet homme est
un putain de génie du catch. J'ose l'affirmer ici, c'est peut-être présomptueux de ma part, et peut-être qu'on va me dire que les seuls génies du catch sont Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi, mais je vous avoue que Matt Riddle, plus j'en vois, et plus je trouve incroyable. Ses placements sont bons, l'intensité dans ses coups sont bons, le mec est super varié dans son catch, tout est phénoménal dans Matt Riddle, en fait, c'est incroyable. Là, il a un personnage super attachant, super cool. Enfin, le mec est bon dans tout ce qu'il fait sur un ring et sur son personnage. Je trouve ça limite insultant d'ailleurs pour le reste du roster qui arrive à pas aussi bien s'en sortir. Et j'ai vraiment envie de voir plus de Matt Riddle. À chaque fois que je vois du Matt Riddle, j'ai envie d'en voir plus. Et sa performance durant ce match, c'était incroyable. Victoire des Brotherweight sur Imperium. Voilà, après une énorme prestation de Pete Dunne et Matt Riddle. La finish reste à revoir autour de Matt Riddle et de Pete Dunne. Je trouve pas la finish très impactante. Mais voilà, c'est quand même travaillé. Leurs techniques par équipe sont travaillées, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, donc c'était pour moi le quatrième bon point, et c'est surtout aussi la promo d'après-match, quand les Grizzled Young Veterans viennent confronter Pete Dunne et Matt Riddle pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, du coup Matt Riddle fait encore une prestation incroyable, même au micro il est fou, en fait, voilà, en gros il explique qu'au moment où les Grizzled Young Veterans ont dit joint dans leur phrase, lui il a totalement perdu le fil de la conversation, et qu'il pensait à autre chose, donc voilà, on se demande à quoi il pensait. Mais voilà, il est pertinent, il est marrant, sur un ring, il est crédible. Enfin, voilà, c'est vraiment Matt Riddle, qui d'ailleurs, je spoil directement, sera la taloche d'or pour ce show NXT de la semaine. D'ailleurs, j'ai pas mis de taloche d'or hein, pour AEW, mais j'en mettrai pas cette semaine parce qu'il y a pas grand chose qui s'est marqué. Voilà, je fais un petit point AEW dans mon point NXT, mais on s'en fiche. Cinquième point et encore un bon point, donc il n'y a eu que des bons points du côté NXT cette semaine pour moi. C'est le main event. Voilà, le main event entre Roderick Strong et Keith Lee, qui est une confrontation très très bonne. Ils ont réussi, avec le fait que la semaine dernière Keith Lee se soit fait blesser à la cheville, de réussir à créer une vraie confrontation entre Roderick Strong et Keith Lee malgré la différence de gabarit. Et j'ai trouvé ça très très pertinent dans le catch. J'ai trouvé ça très pertinent dans la manière d'amener la chose. Et une très très bonne victoire de Keith Lee, qui devient le nouveau champion nord-américain d'NXT. Victoire logique, j'ai envie de dire. Je m'attendais pas à une victoire aussitôt. Je m'attendais surtout à que Keith Lee aille plutôt aller trust le main event hein, autour de Adam Cole et du titre NXT. Mais bon, on va dire que apparemment il y a déjà un programme qui est mis en place. Donc voilà, Keith Lee qui est rabattu sur le titre secondaire d'NXT, qui est quand même un très bon titre, hein, je le rappelle, qui a été toujours très très bien défendu depuis sa création. Et voilà, Keith Lee, champion nord-américain de NXT, ça fait vraiment plaisir. Je tease comme je le tease depuis extrêmement longtemps maintenant, d'ailleurs je pense depuis le début de la chaîne, hein, je le tease ça, avec ma comparse Megan qui faisait des vidéos avec moi. Voilà, c'est le fait que Roderick Strong est un petit peu la brebis galeuse de Undisputed Era, que malheureusement on l'aide pas assez. Lui il aide beaucoup de son équipe, mais son équipe l'aide pas assez, et pour le coup ça s'est un petit peu vu dans ce main event. Et voilà, je pense qu'il va y avoir un programme, et je le tease depuis maintenant 3-4 mois, qu'il va y avoir un programme autour de Roderick Strong et Undisputed Era, et le fait qu'il ait perdu son titre maintenant ici, je pense que ça va encore plus précipiter les choses, et j'ai vraiment hâte de voir les prochaines semaines autour d'Undisputed Era, et surtout autour de Roderick Strong, parce que je pense qu'ils vont encore plus nous semer des graines de la prochaine rivalité, de la discorde entre les 4 membres d'Undisputed Era. Voilà, on s'arrête ici pour NXT. Comme j'ai dit, ma taloche d'or, c'est Matt Riddle. Je pourrais même mettre ma taloche d'or de toute la semaine sur Matt Riddle, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré sa prestation du côté de NXT. Je pense que c'est à voir. Voilà, si jamais vous avez 15 bonnes minutes, allez voir ce match, et allez voir même la promo d'après-match, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs même de show, hein, si vous l'avez vu, même si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On attaque le dernier show de la semaine, pour moi en tout cas. C'est NWA Hard Times. Je fais une petite aparté avant de commencer cette critique en 5 points de NWA Hard Times. C'est pour mes critiques de World Collides et du Royal Rumble que je vais faire, bien sûr.
Je les sortirai sans doute lundi soir, voilà, le temps que je regarde les points qui m'intéressent, les matchs qui m'intéressent aussi, et voilà, je vais un petit peu vous dire ce que je vais en penser, sans doute lundi soir, ou plutôt j'espère, ou alors ça arrivera mardi soir. Voilà, c'est lundi ou mardi soir, vous aurez mes critiques sur World Collides et le Royal Rumble. Peut-être même que je ferai une critique en duo avec Mamie Megan, qui va regarder le Royal Rumble avec moi, donc peut-être qu'elle voudra partager son avis sur le Royal Rumble. Voilà, j'ai envie de lui faire découvrir le Royal Rumble qu'elle n'a jamais regardé, et voilà, de lui donner, enfin, qu'elle vous partage son avis sur une novice du Royal Rumble, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Voilà, donc rendez-vous lundi soir ou mardi soir pour les critiques de World Collides et le Royal Rumble. On finit la vidéo avec NWA Hard Times, avec un S, j'arrête pas d'écrire Hard Time, alors que c'est Hard Times, voilà, en 5 points. Je trouve que je n'ai pas regardé son intégralité, malheureusement, faute de temps, mais il y a des points qui m'ont beaucoup intéressé et sur lesquels je me suis un petit peu attardé, donc voilà, ça va pas être tout le show, mais voilà, je connais les résultats, les spoils, tout ça. Et voilà, je vais vous partager du coup mon avis avec le premier point qui est un bon point, c'est le tournoi pour le titre télévision qui est un bon tournoi. Voilà, il n'est pas phénoménal, hein, il casse pas trois pattes à un canard comme on pourrait dire du côté de la Picardie, mais clairement c'est un très très bon tournoi pour instaurer un nouveau champion de manière crédible avec des performances qui sont toutes très correctes. Et voilà, c'est la continuité du coup du programme de NWA Power qui a lieu durant cette soirée Hard Times, et ça fait toujours plaisir. C'est le feel good, on va dire le fil rouge, feel good de la soirée, et j'ai vraiment bien apprécié. Deuxième point, qui est un mauvais point malheureusement, c'est la victoire de Eli Drake et de James Storm pour les titres par équipe. Voilà, on a eu un match à 3 équipes pour déterminer les nouveaux champions par équipe. Du coup, les Rock'n'Roll Express qui étaient présents pour défendre leur titre, les Serious Business, Strictly Business, pardon, de Nick Aldis, qui était représenté du coup par Thomas Latimer et Royce Isaac, qui étaient également présents. Du coup, les derniers membres, c'était Eli Drake et James Storm qui sont rajoutés, on va dire, à la fête, et qui ont réussi à remporter les titres par équipe. Voilà, pour moi c'est un très mauvais point, tout simplement parce que je l'ai dit au tout début de vidéo quand je parlais de NWA Power, c'est tout simplement que James Storm, j'allais dire James Drake, pas du tout, James Storm et Eli Drake sont pas une réelle équipe. C'est un peu d'ailleurs le même point que j'ai partagé avec vous pour AEW, mais voilà, c'est pas une réelle équipe, et malheureusement ça me fait un petit peu mal qu'ils arrivent un petit peu comme des cheveux sur la soupe et qu'ils récupèrent la ceinture. J'aurais préféré que d'autres équipes soient mises en avant pour créer une réelle tension. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a donné 2 titres, enfin des titres du coup par équipe, à 2 mecs qui n'en avaient pas forcément besoin, mais qui sont quand même très appréciés de la foule, donc ils ont besoin d'être un petit peu mis en avant. Et malheureusement, pour moi, ça fonctionne pas comme ça, surtout pas les titres par équipe. Voilà. J'ai un sous-point, encore une fois, comme je l'avais fait pour NXT, un sous-point sur le deuxième point, qui était un mauvais point, mais le sous-point il va être bon pour le coup. Voilà, j'essaie un petit peu de créer aussi de pas forcément juste bon ou mauvais, mais un petit peu quelque chose d'entre deux. Le sous-point du coup du deuxième point, c'est un bon point, et c'est le retour de la Crockett Cup en avril. Voilà, la Crockett Cup qui est le pay-per-view pour déterminer les champions par équipe, ou alors la coupe des champions par équipe. Voilà, donc du coup la Crockett Cup qui va avoir lieu en avril cette année. Il me semble que ça va tomber pendant le WrestleMania Weekend ou dans ces eaux-là. Et voilà, j'ai vraiment apprécié celui de l'année dernière, maintenant il y a quelques mois en fait, hein, tout simplement, qui avait été fait en collaboration avec la Ring of Honor. Du coup, celui-ci aussi va sans doute être fait en collaboration avec la Ring of Honor. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view là qui m'intéresse beaucoup, et surtout qu'il y a une grosse histoire dans le monde du catch. Je vous invite à aller checker ça sur internet. Vous marquez juste Rocket Cup et vous voyez à quel point ce pay-per-view et ce show et ce concept en tout cas existe depuis très longtemps et est réellement imprégné dans l'histoire du catch avec un grand C et avec un grand H aussi, l'histoire. Voilà. Troisième point, qui est un bon point encore une fois, c'est la victoire de Thunder Rosa pour le titre Women's, le titre féminin de la NWA. C'est Thunder Rosa qui a réussi à battre Allysin Kay pour devenir la nouvelle championne de la NWA. La première femme hispanique à remporter le titre féminin de la NWA, donc c'est quand même quelque chose de très gros. Hein. Je rappelle que le titre féminin de la NWA, c'est quand même un titre qui est très vieux, hein, dans le monde du catch. Donc le fait que Thunder Rosa soit juste la première hispanique
à devenir championne, c'est quand même pas grand, enfin c'est quand même beaucoup mine de rien, et voilà, c'est très très cool. Comme j'ai dit du coup dans ma critique d'NWA Power, qui fait un petit peu du coup écho à ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est Thunder Rosa que j'apprécie énormément. Je trouve vraiment qu'elle a un personnage très bon, sur ring aussi elle est très très bien, et du coup ça me fait plaisir, voilà, parce que même si je déteste pas Alison Kay, Thunder Rosa c'est quand même un niveau au-dessus, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer autour de Thunder Rosa et du titre féminin de la NWA. Quatrième point, et qui est aussi un bon point, c'est Nick Aldis qui représentait la NWA contre Flip Gordon qui représentait la Ring of Honor. C'est une confrontation très intéressante avec un style de catch très différent entre les deux catcheurs. Le fait que ça officialise, on va dire, le partenariat entre NWA et Ring of Honor, c'est aussi très très cool. Voilà, voir Flip Gordon du côté de la NWA, c'est quand même très très sympathique aussi. Vous connaissez peut-être mon avis concernant ça, j'en avais parlé dans les dernières rumeurs, qui étaient du coup pas des rumeurs mais des officialisations, avec le fait que Marty Scurll soit devenu le booker en chef du côté de la Ring of Honor. Mais voilà, personnellement j'aurais bien aimé voir Flip Gordon et Marty Scurll du côté de la AEW. Mais du coup, le fait qu'ils soient restés à la Ring of Honor tous les deux m'intéresse beaucoup. Et le fait qu'ils réussissent à faire un programme très intéressant autour de Nick Aldis et Marty Scurll, ça aussi c'est très pertinent. Et du coup, le match qui s'est fini un petit peu en autre boudin, on pourrait dire, était quand même très très intéressant sur le papier. Et du coup, ça renforce encore cette rivalité autour des deux promotions, voilà, qui va s'avérer être très très sympathique au fur et à mesure des semaines. Cinquième et dernier point concernant NWA Hard Times, c'est la victoire de Ricky Stark en main event pour devenir le champion télévision. Voilà, c'est un point qui pour moi était un point très intéressant, c'est le main event de la soirée. Ricky Stark est devenu le premier champion télévision de cette nouvelle NWA. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'adore Ricky Stark. Pour ceux qui écoutent mes critiques de NWA Power depuis le début, j'avais dit dans les premiers épisodes que Ricky Stark c'était vraiment un élément qui me plaisait beaucoup, que j'avais vraiment hâte de voir plus concernant son personnage, et vraiment là, je pense qu'il va réussir à bien se mettre en avant avec ce titre télévision, et que ça va faire du bien à NWA qui en a un petit peu besoin. Je vous avoue que je commence un petit peu à me lasser de NWA Power, mais ça c'est un autre sujet. Et je vais faire surtout un sous-point autour de ce cinquième point. C'est le fait que le titre national devient d'un seul coup inutile. Voilà, le fait qu'Aaron Stevens ait remporté ce titre national il y a maintenant quelques semaines, malheureusement, maintenant ce titre ne sert plus à rien. Voilà, on le voit pratiquement jamais, et malheureusement, sa ceinture n'est jamais défendue. Donc je suis un petit peu déçu. J'ai l'impression que ce titre vraiment est inutile. Il aurait dû être mis autre part. Et sincèrement, voilà, ça fait un petit peu rondonnant avec le titre télévision. Donc malheureusement, voilà, on se retrouve avec un titre télévision, un titre national qui n'est plus défendu, titre télévision qui vient juste d'être couronné. Et voilà, j'aurais bien aimé plus voir le titre national défendu dans ce tournoi, plutôt que mettre un nouveau titre qui fait beaucoup trop rajout à tout ce qui est autre que le programme. Voilà, je trouve que ça fait trop dense. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu aussi le défaut que je trouve à la New Japan. Voilà, c'est totalement notre sujet, mais je tiens quand même à en parler. Le défaut que j'ai concernant la New Japan, c'est vraiment qu'il y a trop de titres, et des titres du coup qui en pâtissent, qui deviennent inutiles en fait. Et malheureusement, le titre national, c'est un peu le même problème, c'est qu'il est désormais inutile, à moins que d'un seul coup programme intéressant est lié autour de ce titre. Voilà, il devient la troisième roue du carrosse, on va dire ça comme ça. Voilà, on se quitte ici sur cette cinquuple critique de show de la semaine que j'ai regardé et apprécié dans le bon et dans le mauvais. Dites-moi si ce format de 5 points bons ou mauvais vous intéresse plus, peut-être pour faire des choses un peu plus pratiques, un peu plus rapides. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine pour à peu près tous les shows que je vais regarder, les shows hebdomadaires. Hein. Donc voilà, NWA va passer par le format 5 points, Impact, AEW et NXT aussi. Si jamais je trouve que ce format je suis plus à l'aise avec, je vais peut-être essayer d'en profiter pour faire d'autres vidéos sur des sujets un peu plus travaillés, pourquoi pas. Et voilà, surtout n'hésitez pas à me dire
ce que vous en pensez de ce nouveau format, à me partager vos avis sur les shows de cette semaine, le show que j'ai partagé avec vous sur mes avis. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en partageant la vidéo, pourquoi pas. Même en retweetant juste un simple tweet, hein, ça peut vraiment aider à faire connaître la chaîne à travers les gens passionnés de catch qui sont peu nombreux malheureusement dans la communauté francophone. Et voilà, laissez un like, partagez votre avis, toujours comme d'habitude. Soyez toujours fiers d'être fan de catch et partagez votre avis, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes fan de catch. Ça, c'est l'essentiel. Bisous!